Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Thierry Sabot, le directeur de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui a pour objet aujourd'hui la mise en place du Pass Culture en Nouvelle-Aquitaine. Alors j'aurai le plaisir d'animer les échanges d'aujourd'hui, mais sachez que plusieurs personnes de l'équipe de l'agence sont en coulisses, notamment Sylvain et Mathilde, qui œuvrent depuis quelques semaines déjà pour la réussite de cette proposition. Donc vous êtes, comme je disais à l'instant, 134 inscrits pour ce webinaire. 90 personnes nous ont déjà rejoints. Donc voilà, un grand merci pour votre confiance. Nous allons passer 1h30 ensemble sur ce sujet d'actualité. Je vous informe que nous allons enregistrer ce webinaire à des fins de diffusion sur notre chaîne YouTube, où on vous redonnera toutes les informations à la fin de la présentation. Je vais vous donner quelques rapides informations techniques si vous le voulez bien. Si vous êtes connecté, c'est que vous avez pu installer le petit plugin. Donc vous avez en face de vous l'écran, évidemment, avec sur la droite, théoriquement, un panneau de configuration sur lequel vous avez notamment tout en bas un onglet qui s'appelle Chat. Donc voilà, vous pouvez le voir à l'écran. Vous pourrez poser vos questions. Vous avez un onglet questions et un onglet chat. Je vous invite plutôt à poser vos questions directement dans l'onglet chat. Donc, ces questions sont modérées donc, en temps réel. Elles me sont transmises et puis je les poserai en direct en fait à nos intervenants. Ce que je souhaitais dire rapidement pour commencer, c'est que ce sujet du Pass Culture soulève chiffres à l'appui et nous allons plus précisément le voir dans quelques instants, soulève beaucoup d'enthousiasme, mais ne le nions pas, continue aussi de soulever des questions au sein de notre profession. Après une expérimentation dans 5 puis 14 départements et une région entière, la Bretagne, le gouvernement a décidé la généralisation de cette disposition en faveur de la jeunesse dans un contexte de plan de relance et d'été culturel. Plus concrètement, aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est le Pass Culture et comment il fonctionne. Voilà, donc ça va être vraiment très pratico-pratique. C'est vraiment le véritable et l'unique enjeu de ce webinaire. Et permettez-moi peut-être cette précaution. En fait, je souhaite le dire assez clairement d'entrée de jeu. Un webinaire est une réponse à un besoin d'information, un besoin de compréhension, un besoin d'appropriation. Et donc, voilà, désolé pour celles et ceux qui seraient venus aujourd'hui débattre du bien fondé de cette proposition. Ce ne sera pas aujourd'hui ni le lieu, ni l'objet de ce webinaire. Voilà, ce n'est pas une table ronde, ce n'est pas non plus une tribune pour les anti et les pro-webinaires, pardon, les anti ou les pro-Pass Culture. J'espère que vous êtes pro-webinaire, sinon vous ne seriez pas là. Il y a d'autres endroits et d'autres médias pour ça. D'ailleurs, je souhaiterais juste rappeler que nous avons nous-mêmes proposé une mise en débat de cette proposition nationale au sein d'une instance de dialogue social régional qui s'appelle le COREPS, qui est composé d'organisations professionnelles, des représentants de l'État, de la région, du ministère du Travail et des syndicats d'employeurs et des syndicats professionnels. Cet échange, d'ailleurs très intéressant, a eu lieu la semaine dernière, le 3 juin. Cela étant dit, et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative aujourd'hui,
Nous sommes conscients qu'il y a encore vraiment besoin de présenter ce pass culture, qui est finalement une initiative récente, de l'expliquer, d'argumenter, de répondre à vos questions. Et oui, évidemment, nous comptons vraiment sincèrement sur vos questions pour avancer, plutôt que sur un long exposé qui serait trop descendant. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Un petit complément pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Voilà quelques vignettes d'un diaporama qui est disponible sur notre site internet. Simplement, voilà, ça va aller très vite, c'est 3-4 vignettes. C'est une agence culturelle qui est aujourd'hui installée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui est soutenue par le ministère de la Culture et par la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons été créés en 86 à l'échelle de la région Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous sommes Nouvelle-Aquitaine. Nos 2 partenaires financiers sont, comme je le disais, l'État et la région. Et nous sommes installés sur 3 sites, Bordeaux, Limoges et Poitiers, d'où je vous parle aujourd'hui. Les bénéficiaires de notre agence, les publics, les personnes auxquelles nos actions sont destinées sont multiples. D'ailleurs, on estime qu'à l'échelle de cette grande région, les personnes auxquelles nos actions sont destinées représentent environ 50 000 individus. Les gouvernances associatives, les porteurs de projets, les élus des collectivités, les organismes professionnels, les syndicats, les futurs professionnels, les étudiants, les personnes en cours de formation, professionnalisation, les artistes, les autrices, les auteurs indépendants, indépendantes, évidemment toutes les équipes artistiques, les techniciens, les fonctionnaires des institutions publiques et enfin tous les salariés des structures de création, de production et de diffusion. Et je termine cette présentation par quelques mots sur notre projet. 4 axes qui sont étroitement articulés. Nous produisons beaucoup de connaissances, des études, des cartes, des enquêtes, des états des lieux, et nous partageons tout ça, évidemment, sur notre site internet notamment. L'accompagnement des professionnels et des élus sous de multiples formes. L'animation du dialogue social, j'en parlais à l'instant, via le COREPS, et enfin l'information, la ressource et la valorisation des acteurs. Voilà donc cette rapide présentation de l'agence. Je vais terminer cette introduction par une présentation très rapide des intervenants, des intervenantes que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Vous entendrez tout d'abord Maïlis Descazo, directrice régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, nous entendrons un duo formé de Clément Lavaux et de Valentine Pommier qui travaillent tous les deux pour le Pass Culture, à la fois au niveau national et dans son développement régional. Et ensuite, nous avons la chance aussi, et je les en remercie, de bénéficier du témoignage de trois personnes, de 3 organisations, de 3 types de structures, à la fois différentes et complémentaires, qui ont donc mis en place le Pass Culture dans leur organisation, leur territoire. Damien Tijani, de la direction du développement culturel de la ville de Nevers, Sébastien Le Goff, du cinéma Les Studios à Brest, et, si j'ose dire, le local de l'étape, Guillaume Bourrin, de la librairie Les Rebelles Ordinaires à La Rochelle. Voilà les 3 témoignages, et ensuite nous aurons pas mal de temps pour répondre à vos questions que vous ne manquerez pas de nous poser donc, dans l'onglet chat, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre panneau de configuration. Voilà, je peux peut-être juste ajouter que pour ces questions-réponses, l'équipe de la DRAC, Madame Descazo sera toujours avec nous, mais nous pourrons également accueillir Éric Lebas, directeur adjoint délégué en charge de la création et des industries culturelles, et Sophie Lecointe, donc, qui est chargée de mission, notamment sur l'éducation artistique et culturelle en Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, la présentation du déroulé, de nos invités, des enjeux, des petites précautions pour ce webinaire. Sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Maëlys Descazeaux, donc directrice régionale des affaires culturelles. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Absolument. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, merci Thierry. Bonjour à tous. Maëlys Descazeaux. Donc, je suis la directrice régionale des affaires culturelles et services du ministère de la Culture en région. Quelques mots rapides pour introduire ce webinaire. Mais d'abord, je voudrais évidemment remercier Thierry Sabot, bien sûr, et l'ensemble des équipes de l'Agence A qui ont participé à l'installation de ce webinaire, Valentine Pommier et Clément Lavaux du Pass Culture, les invités témoins qui vont venir partager avec nous leur expérience, et bien entendu Sophie Lecointe qui, pour la DRAC, a coordonné l'ensemble de l'opération. Nous avons souhaité organiser ce webinaire pour tous les professionnels venant de tous les secteurs d'activité, de toutes les esthétiques, de toutes les pratiques, de tous les lieux culturels, parce que vous êtes tous concernés. Et je vous remercie du coup d'être présents nombreux aujourd'hui. C'est que certainement vous aviez compris l'intérêt qu'il y avait tous à vous mobiliser. En effet, l'enjeu est de présenter aux jeunes adultes de Nouvelle-Aquitaine la vision la plus large et donc la plus stimulante de l'offre culturelle à laquelle ils peuvent avoir accès. C'est grâce à vous tous que nous pourrons y parvenir. J'espère que vous êtes prêts parce que les jeunes, eux, le sont. Ils sont aujourd'hui 264 000 à être inscrits en Nouvelle-Aquitaine sur le Pass Culture depuis sa généralisation il y a un peu plus de 15 jours. C'est le signe que de leur côté, l'intérêt est là, le rythme d'inscription est soutenu et donc, je le redis, ils sont prêts et il faut que vous, professionnels, le soyez également. Parce que le Pass Culture est une opportunité. En premier lieu, c'est un prolongement des parcours d'éducation artistique et culturelle que les jeunes adultes que nous visons aujourd'hui ont connus tout au long de leur scolarité. Ces parcours, je le rappelle, avaient vocation à contribuer à construire leur sens esthétique, leur sens critique également, à les doter des outils qui leur permettent de décrypter, d'appréhender l'offre culturelle à laquelle ils peuvent avoir accès. Et donc, c'est tout naturellement qu'il nous faut aujourd'hui prolonger ce travail en les incitant à aller un peu plus loin et à installer la pratique culturelle, la consommation culturelle dans leur toute jeune vie d'adulte. Le lien avec l'éducation artistique et culturelle est d'autant plus important que peut-être vous ne le savez pas et on y reviendra si c'est le cas. Une expérimentation est en cours aujourd'hui dans 2 régions qui s'adresse cette fois-ci aux collégiens et aux lycéens et qui vise spécifiquement à construire des parcours d'éducation artistique et culturelle parce que la conviction est celle d'un parcours qui doit être linéaire, construit dans le temps, installé dans le temps pour que la culture soit un objet quotidien installé dans la vie des jeunes, des plus jeunes et des jeunes adultes qui nous concernent davantage aujourd'hui. Le Pass Culture, c'est aussi une plateforme de communication et de valorisation de vos activités, de votre offre, de vos métiers, de vos propositions, de vos collections, de votre actualité. Il annonce les offres permanentes, il annonce les événements, il annonce les propositions ponctuelles, il annonce tout ce que l'on y met. Et donc, c'est important de le nourrir. Il va en ce sens prendre une place déterminante dans la relance de l'activité culturelle à laquelle nous assistons tous, enfin, je dirais, en accompagnant les jeunes dans le retour dans les salles, qu'il s'agisse des salles de cinéma, des salles de théâtre, des salles d'exposition, des librairies, des concerts. Évidemment, il y a des lieux dans lesquels ils vont revenir assez spontanément et l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de les inciter à aller vers les lieux dans lesquels ils vont moins spontanément, encore une fois, de susciter leur curiosité, de susciter leur envie et de les accompagner.
Il doit donc être aussi l'occasion de construire une offre davantage tournée vers eux, avec une médiation adaptée à ce public et un parcours qui leur donne envie non seulement de rester, mais également d'aller plus loin et de prolonger l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que l'intérêt de ce webinaire va surtout consister dans les témoignages d'une part et les questions et réponses, mais je voudrais quand même marteler le fait que le pass culture n'est pas un outil monétaire qui ne viserait qu'à stimuler une consommation culturelle sans se préoccuper ni des contenus, ni des conditions dans lesquelles les jeunes ont accès à l'offre culturelle, ce à quoi il est réduit de manière un tout petit peu caricaturale, je vais le dire, trop souvent. Il est bien plus que cela et j'espère que vous sortirez convaincus et aussi enthousiastes que nous à l'issue de ce webinaire qu'effectivement, il est bien plus que cela. Donc, merci à tous de votre présence et très bon webinaire. Et nous sommes tous à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Merci, merci beaucoup pour cette introduction enthousiasmante. Sans transition, on va entrer dans le capot de la voiture Pass Culture. On va voir vraiment comment ça fonctionne. Donc, je passe la parole à Valentine Pougnier et Clément Lavaux. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez bien et si vous m'entendez. Absolument. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Voilà, c'est fait. Alors, je suis un contre-jour, par contre. Donc, Clément Lavaux, je suis responsable des relations institutionnelles pour le Pass Culture et je suis également chargé de développement en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, je pourrais répondre à vos questions sur l'expérimentation puisque j'ai suivi le Pass Culture depuis ses débuts sur 3 départements dans la région. Mais je vais laisser tout de suite la parole pour le début de cette présentation à Valentine. Nous n'avons pas le son, Valentine. Voilà, ça y est, Voilà. peut-être que c'est bon. Merci. Je recommence. Valentine Pommier, chargée du développement du Pass Culture en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Thierry pour l'organisation de ce webinaire. Sans plus tarder, donc, avec Clément, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc vous présenter mon écran et appuyer la présentation du Pass Culture sur un support. Sylvain, Voilà. Je vous laisse me confirmer qu'on voit bien mon écran. Bien. Donc, je vais vous présenter les éléments clés du dispositif et puis vous montrer à quoi ressemble l'application côté jeune. Puis Clément prendra le relais sur le portail professionnel. Il y a un souci? Oui, on voit ton écran, mais on ne voit pas la présentation. Voilà. D'accord, intéressant. Alors, voilà. Là, c'est mieux? C'est mieux, oui. Mais du coup, je voudrais... C'est les aléas du direct. Hein. Voilà. Donc, comme je vous indiquais, voilà, je vais présenter les éléments clés du dispositif, puis l'application côté jeune, et je céderai la parole à Clément pour vous présenter très concrètement le portail professionnel. Donc, comme vous l'indiquez, Élise et Thierry, donc nous travaillons avec Clément pour la SAS Pass Culture qui porte et développe le projet sous la tutelle directe du ministère de la Culture. Le Pass Culture est une politique publique qui a pour objectif de renforcer et diversifier les pratiques culturelles de nos jeunes majeurs. C'est une plateforme qui est donc mise à disposition des acteurs culturels afin qu'ils fassent et qu'ils renseignent leurs propositions sur cette application. C'est un dispositif qui est donc en expérimentation, comme ça a été indiqué précédemment, depuis février 2019 et qui a été généralisé à l'ensemble du territoire national le 21
mai dernier par annonce du président de la République. Alors concrètement, le Pass Culture, c'est quoi? C'est une application culturelle qui est disponible sur smartphone, tablette, ordinateur, destinée aux jeunes de 18 ans. 100% des jeunes sont éligibles et qui leur confère un crédit culturel virtuel de 300 €, utilisable pendant un délai de 2 ans et qu'ils peuvent utiliser auprès donc de l'ensemble des acteurs culturels qui auraient référencé des propositions sur l'application. Le gros plus du Pass Culture et de cette application, c'est le système de géolocalisation qui permet de mettre en valeur les offres des acteurs culturels locaux, notamment. Peuvent être référencés, on parle souvent sur le Pass Culture des propositions payantes, mais les propositions gratuites ont également toute leur place sur le Pass. Sont éligibles côté acteurs culturels tous les acteurs culturels qui disposent d'un siège social en France et qui ont des activités éligibles telles que vous les voyez là à l'écran. Le panel est large, vous pouvez y référencer vos places et abonnements pour le spectacle vivant, pour le cinéma, pour des concerts, l'abonnement à la médiathèque, pour le festival. Ça peut être des cours et ateliers de pratique artistique auprès de conservatoires, d'associations. Ça peut être des achats de biens matériels, livres, disques, vinyles, instruments de musique. Peuvent être également référencés des biens numériques du type musique en ligne ou abonnement à la presse. Nous vous invitons également à faire des propositions auprès de ces jeunes de type rencontre avec des artistes, peut-être leur permettre d'assister à des répétitions de spectacles, leur faire découvrir des métiers. On sait que ce type de proposition sur la phase d'expérimentation a très bien fonctionné. Plus classiquement, ça pourrait être des visites libres ou des visites guidées dans des centres d'art, dans des musées, par exemple. Alors, quelques chiffres, Maëlys en a parlé. En effet, les jeunes sont au rendez-vous depuis l'annonce de généralisation. Alors, pour vous donner les grandes lignes, il y a actuellement 248 000 jeunes qui sont inscrits à l'échelle nationale sur les 815 000 qui sont éligibles. Rien qu'à l'échelle de notre région, c'est 26 400 jeunes qui se sont inscrits en l'espace d'une quinzaine de jours. Ça correspond à 38% des jeunes qui sont éligibles au dispositif. Il y a à peu près 69 000 jeunes, selon les chiffres INSEE, qui sont éligibles au dispositif dans notre région. Point de vue acteurs culturels, il y a à l'échelle nationale déjà 5 200 structures qui se sont inscrites, dont 546 en Nouvelle-Aquitaine. Tout reste à faire. Évidemment, ce n'est que le début du déploiement de ce dispositif et il y a donc deux grands enjeux à la généralisation de ce pass et notamment pour notre région. C'est évidemment, de votre point de vue, acteur culturel, que vous puissiez vous inscrire dans ce dispositif. Alors, vous pourrez le faire de manière autonome et Clément reviendra là-dessus et que vous fassiez des propositions culturelles à ce public cible qui soient variées, de qualité, adaptées à ces jeunes de 18 ans. Et puis, le deuxième volet de tout ça, et pour le moment, c'est assez concluant, évidemment, c'est l'information de tous les jeunes bénéficiaires. Alors, le bouche à oreille fonctionne à merveille, mais il est évident qu'on a mis en place l'information par des réseaux divers, les réseaux scolaires, socio-éducatifs, familiaux, on a mis à contribution les collectivités, la presse, toutes les échelles sont mises à contribution, toutes les bonnes volontés sont évidemment nécessaires afin que l'information circule au mieux du point de vue jeunesse. Je passe désormais à la présentation de l'application côté jeunes. Alors, vous dire que l'application est disponible pour tous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, désormais télécharger votre application depuis votre téléphone portable ou bien depuis un ordinateur. C'est un outil simple qui a été pensé avec et pour des jeunes. Leur inscription à ces jeunes de 18 ans est également très facile. Alors, pour rappel, un jeune donc, les jeunes qui sont éligibles, on déclenche son pass culture à la date anniversaire de ses 18 ans. On peut le faire jusqu'à la veille de ses 19 ans. Et à partir de ce déclenchement, on dispose de 24 mois pour utiliser son crédit culturel.
Donc, on vient s'inscrire sur l'application en rentrant un nom, un prénom, en rentrant une adresse mail et en scannant une pièce d'identité. Ensuite, il y a une validation qui se fait par notre équipe en interne, de manière à bien vérifier l'éligibilité du jeune. Et alors, le jeune bénéficie de son crédit de 300 € et accède à cette page d'accueil que vous voyez là, qui est une interface éditorialisée qui fonctionne sur un système de playlist avec des suggestions qui sont faites aux jeunes sur un certain nombre de thématiques et qui évoluent au fil du temps. Nous avons voulu que ces playlists mettent en valeur les acteurs locaux. C'est pourquoi, lorsque vous téléchargerez votre application, vous aurez la possibilité de voir actuellement une playlist réouverture qui met en valeur un certain nombre de propositions d'acteurs locaux. Et on s'inscrit vraiment dans ce sens d'une valorisation d'acteurs locaux au profit, par exemple, plutôt que de grands réseaux. Voilà, c'est vraiment une valorisation locale tant que faire se peut. Alors ensuite, le jeune va faire ses recherches de propositions culturelles. Il va pouvoir rechercher autour d'une thématique. Donc là, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, on a tapé Victor Hugo. Et dans ce cas-là, ce sont les livres, les spectacles, enfin, toutes les propositions culturelles qui vont être en rapport avec cette thématique. Le jeune va sinon avoir la possibilité de rechercher par catégorie d'acteurs. Musique, spectacle, livre. Et dans ce cas-là, donc, ce sont l'ensemble de ces acteurs prioritairement qui vont ressortir et qui vont lui être suggérés. Ou enfin, le jeune a la possibilité de rechercher par localisation en tapant un lieu, par exemple Angoulême, et auquel cas ce sont tous les acteurs locaux dans un rayon de 50 à 100 km qui vont s'afficher prioritairement. Il pourra également utiliser en lui-même le système de géolocalisation ou encore choisir partout sur l'ensemble du territoire national, puisque le jeune peut utiliser son crédit auprès des acteurs locaux de son territoire, c'est une évidence, mais s'il se déplace, par exemple un jeune originaire d'Angoulême qui se déplacerait dans le Grand Est, a la possibilité d'utiliser son crédit auprès des acteurs du Grand Est, et inversement, un jeune issu du Grand Est aura la possibilité d'utiliser son crédit auprès de nos acteurs régionaux. Pour passer assez rapidement sur le système, alors voilà, le jeune va identifier une offre, il va la réserver et ça va générer une contre-marque que vous voyez là à l'écran qui sont des chiffres et des lettres au nombre de 8 qui vont lui être envoyés par mail. Ensuite, il sera invité à se rendre auprès de l'acteur culturel avec ce système de contre-marque et une pièce d'identité. Et selon les conditions que vous aurez, renseignez-vous dans votre éditeur de propositions culturelles et Clément reviendra sur cet aspect tout de suite d'ailleurs. Je te cède la parole, Clément. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation professionnelle. Alors, un petit préambule sur cet outil. Comme vous l'a dit Maëlys, l'objectif du Pass Culture, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble des partenaires culturels, toutes disciplines confondues, tous secteurs confondus. Donc forcément, c'est un outil généraliste et au fur et à mesure, on prend en compte les particularités sectorielles. Mais donc, on est encore, même si on est sorti de la phase d'expérimentation, on est encore en phase d'évolution de l'outil et je pense qu'il évoluera tout au long de sa vie. Et donc, il y a encore voilà, un certain nombre de points techniques qui sont vraiment améliorés pour qu'on puisse prendre en compte l'ensemble des particularités des secteurs, que ce soit la billetterie du spectacle vivant, la gestion de stock pour les livres, pour le cinéma et tout ça. Donc voilà, on y viendra un peu au cours de la présentation, mais tout n'est pas encore parfait, mais c'est en voie d'amélioration et c'est très fortement amélioré depuis le début. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez le plus autonome possible sur la proposition de vos propositions artistiques et culturelles sur ce pass. Donc, tout se passe au début voilà, en allant vous inscrire sur donc, le lien qui vous est présenté juste avant. Vous pouvez retrouver ce lien sur le site pass.culture.fr. Vous avez un espace en haut, voilà, inscription professionnelle, qui va vous renvoyer vers ce lien-là. Je vais commencer, et effectivement, tu peux passer à la slide suivante. Je vais commencer par vous présenter voilà, les étapes principales
de la création d'une offre et ensuite on rentrera un peu plus dans le détail. Donc la première étape, c'est de créer votre compte et qui est associé à votre structure juridique et donc qui est lié à votre sirène. Donc pour vous inscrire au début, vous avez besoin donc voilà d'un nom, d'un prénom et d'un numéro de sirène qui nous en fait on est connecté à la base voilà API sirène, donc normalement on vous reconnaît et ça va vous permettre de créer votre compte. Ensuite, je veux bien que tu restes sur la slide précédente. Pardon. Ensuite, une fois que vous créez ce compte pour votre structure, vous allez pouvoir créer vos différents lieux. L'application, comme vous l'a dit Valentine, est une application géolocalisée et c'est la grande force de cette application, c'est de référencer les offres locales là où elles sont. Donc en fait, le siège social pour nous intéresse d'un point de vue juridique, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les endroits dans lesquels vous allez vraiment proposer des offres. Donc de temps en temps, ça peut être les mêmes lieux, mais ça peut être des lieux différents. Donc vous allez pouvoir créer autant de lieux que voulu. Soit vous avez des lieux dont vous avez la gestion directe qui sont liés à un numéro de SIRET. Dans ces cas-là, vous pouvez renseigner le numéro de SIRET. Soit tous les lieux que, par exemple, pour un spectacle, pour des festivals d'art de la rue, ça pourrait être les différents lieux dans lesquels se déroulent les spectacles. Ça peut être des lieux que vous gérez directement ou ça peut être des lieux que vous louez ou que vous utilisez de manière ponctuelle pour un événement. Une fois que vous allez créer ces lieux, sur chacun des lieux, vous allez pouvoir rattacher et publier les offres liées à chacun de ces lieux. Une fois que ces offres sont publiées, et on reviendra dans le détail, elles sont visibles sur l'application, donc soit à travers la page d'accueil et les différentes playlists, soit à travers le module de recherche utilisé par les jeunes. Et donc, quand un jeune fait une réservation, vous êtes à la fois notifié par mail et vous avez un espace réservation dans votre espace professionnel qui vous permet de les suivre. De son côté, le jeune reçoit une contre-marque, donc comme vous l'a montré Valentine, et en fait, c'est cette contre-marque qui va, et c'est la validation de cette contre-marque qui, nous, côté Pass Culture, va nous garantir que le jeune a bien pu bénéficier du bien ou du service culturel et du coup, qui va après nous enclencher le remboursement. Ce qu'on vous demande, donc voilà, c'est de valider cette contre-marque. On viendra, il y a des modalités un peu différentes en fonction des types de propositions que vous pouvez faire sur le pass et de vérifier l'identité de l'utilisateur. Une fois cette contre-marque validée, vous êtes remboursé rapidement puisque c'est un remboursement automatique qui reprend l'ensemble des réservations validées tous les 15 jours. Un certain nombre, il y a un barème de remboursement sur lequel on viendra en détail. Mais sachez que jusqu'à 20 000 € de chiffre d'affaires annuel fait sur le Pass Culture, vous êtes remboursé à 100%. Et donc, c'est un service totalement gratuit. Voilà, on peut rentrer dans le détail de ces différentes étapes. Donc, ça, c'est voilà, quand vous allez vous inscrire, ce sera la page d'accueil qui vous permettra de rentrer un nom, un prénom, de rentrer voilà, vos identifiants, de créer votre mot de passe, un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre, pas de problème. Il est utilisé vraiment que par les équipes du Pass Culture. Voilà, donc cette étape-là est assez facile et rapide. Ensuite, une fois que la structure est créée, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir créer les lieux. Donc voilà, ce lieu peut être un lieu physique, une salle de spectacle, peut être une librairie, ça peut être la place de la ville ou du village sur lequel se déroule un spectacle. Une fois ce lieu, vous allez pouvoir créer des offres. Donc, il va falloir choisir au début le type d'offre. Petite information, vous avez la possibilité de créer des offres qui ne sont pas rattachées à un lieu. Mais dans ces cas-là, nous considérons ces offres comme des offres numériques. Et les offres numériques ne sont pas remboursées aux acteurs. Les acteurs du numérique, donc par exemple, nous avons un certain nombre de partenaires comme Brutix ou des plateformes de VOD. Ou Canal+, c'est des offres qui ne sont pas remboursées. Et voilà, c'est des offres promotionnelles et c'est des partenariats avec eux. Donc voilà, il faut bien choisir le type d'offre. Vous avez des menus déroulants. Vous pouvez rentrer dans la précision du genre musical, par exemple, pour un concert. Et ensuite, vous avez un certain nombre d'informations qui sont les informations classiques. Vous avez, une fois que vous avez présenté le détail de l'offre, vous avez un deuxième onglet, stock et prix, qui va vous permettre de mettre à chaque fois les dates pour les événements datés ou le nombre de places ou événements disponibles et le prix de l'événement.
ou du bien. Et c'est important d'ajouter une image de bonne qualité. Comme vous avez pu le voir, l'application et l'accroche de l'application se fait vraiment par le visuel. Donc, plus l'image est explicite et accrocheuse, plus elle va permettre aux jeunes voilà, elle sera attirante pour les jeunes. Une étape importante également, c'est d'intégrer vos coordonnées bancaires. Pour cette phase-là, on passe par un site de l'État qui s'appelle Démarche simplifiée. Donc, c'est une démarche publique. Donc, le principe, c'est que vous avez un onglet sur votre espace professionnel qui est un encart jaune sur lequel vous allez pouvoir cliquer, qui va vous renvoyer vers le site Démarche simplifiée. Et ce site, c'est pareil, donc il faudra créer un compte, mais soit vous en avez déjà un, soit c'est un compte qui se crée en 3 clics et qui va, à ce moment-là, nous permettre d'intégrer à la fois votre RIB et nous avons besoin d'un certain nombre de justificatifs, donc que ce soit un CABIS pour les sociétés commerciales, que ce soit un exemplaire des statuts et le dernier PV de l'Assemblée générale pour les associations. Voilà, il y a un certain nombre de documents légaux à intégrer à cet endroit-là, mais qui sont des documents classiques que vous avez tous en votre possession. Une fois cette étape validée par nos soins, le RIB est intégré et les virements se font automatiquement. Donc, les virements se font depuis la SAS Pass Culture vers le RIB de chacun des acteurs. Donc, la règle, c'est que seules les réservations qui ont été réservées et donc la réservation a été validée ouvrent droit à un remboursement. Et c'est un barème par année civile et par établissement, donc l'établissement se reconnaissant par le SIRET. Donc, si vous gérez plusieurs établissements, donc plusieurs numéros de SIRET, ce barème se défini à l'échelle de chacun des établissements et pas de la structure globale. Vous êtes donc jusqu'à 20 000 euros, vous êtes remboursé à 100%. De 20 000 à 40 000 euros, vous êtes remboursé à 95%. De 40 000 à 150 000 euros, vous êtes remboursé à 85%. Et au-delà de 150 000 euros, à 70%. Exception faite pour les livres qui, en raison de la loi du prix unique du livre, sont à partir au-delà de 20 000 euros, tout le temps remboursés à 95% du tarif réservé. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous devez vous acquitter de la TVA sur ces recettes. Voilà côté remboursement. Pour vous donner 2 exemples d'offres et de 2 systèmes de validation un peu différentes, vous avez les offres non datées, qui sont tout ce qui, par exemple, vont être biens matériels, visites dans des musées, cartes d'abonnement, enfin visites libres sans date, et toutes les offres datées, qui sont tous les événements. On va rentrer un tout petit peu dans le détail parce que du coup, c'est 2 modalités un peu différentes. Pour les offres non datées, le principe, c'est que les jeunes reçoivent une contre-marque, donc qui est ce code unique et personnel, et ces contre-marques sont valables 30 jours. Passé ce délai, les réservations sont automatiquement annulées et remises en stock. Les jeunes doivent vous fournir la contre-marque comme preuve d'achat. Vous ne recevez pas la contre-marque en amont, c'est vraiment le jeune qui se présente, par exemple, récupérer son livre ou sa carte d'abonnement pour le cinéma, vous présente la contre-marque, vous l'intégrez dans votre espace guichet qu'on vous montrera au-dessus, mais qui est vraiment, vous le voyez dans la barre du haut. Et une fois cette contre-marque renseignée, vous validez ce qui valide l'offre et ce qui lance le remboursement. Pour les offres datées, donc voilà, donc pour les offres datées, les jeunes peuvent annuler une réservation dans les 48 heures qui suivent leur commande. Donc, ils ont un délai de rétractation de 48 heures, mais ils ne peuvent pas annuler de réservation moins de 48 heures avant l'événement. Donc, s'ils font une réservation 24 heures avant l'événement, cette réservation ne sera pas annulable. C'est vraiment vous qui définissez également les modalités, jusqu'à quelle date les jeunes peuvent réserver. Vous pouvez choisir qu'ils peuvent réserver jusqu'à la dernière minute, mais vous pouvez tout à fait aussi décider qu'ils ont jusqu'à 72 heures, 3 jours, 4 jours avant l'événement pour pouvoir vous organiser et éditer les listes, éditer les billets si besoin. Donc, c'est vraiment à vous de décider de ces différentes modalités. Et on valide automatiquement toutes les réservations confirmées une fois l'événement passé. Donc, on a un délai de 48 heures pour pouvoir nous retourner s'il y a une annulation, mais on valide toutes les contre-marques parce qu'on sait que c'est, voilà, en période de forte affluence, par exemple,
ou alors sur des systèmes informatiques un peu bridés, ce n'est pas toujours possible de rentrer les contre-marques au fil de l'eau. Donc, on fait une validation automatique 48 heures après les événements. Voilà pour la présentation de cet outil. Bien sûr, on aura le temps de répondre à vos questions et on sera disponible s'il y a plus de détails. Un petit point sur les campagnes de communication. Donc, vraiment, il y a une grosse campagne nationale qui est prévue. Alors, pour tout vous dire, elle devait être prévue dans la foulée de l'annonce du déploiement et de la généralisation par le président de la République au mois de mai. Mais en fait, on a été un petit peu submergé par les inscriptions des jeunes, donc on retarde un petit peu cette campagne nationale qui se fera à partir de la semaine prochaine, très probablement. Au niveau régional, on travaille vraiment avec toutes les échelles, donc la direction des affaires culturelles, la région, les agences régionales, le département, les villes, les réseaux jeunesse. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde ait l'information, côté jeune et côté professionnel. Vous avez à votre disposition, et vous avez sur le site, des kits numériques téléchargeables, qui vous permettent de communiquer vous-même sur les réseaux sociaux et sur vos sites internet, et des kits physiques qui sont envoyés à la demande. Il suffit de faire la demande à Valentine. Des affiches, Vitrofanie, des flyers, etc. Voilà côté communication. Et voilà un petit résumé. Donc vraiment, c'est très rapidement, c'est un outil pour les jeunes de 18 ans. Donc même s'il est téléchargeable par tous et toutes, l'éditorialisation et les propositions s'adressent vraiment à des jeunes de 18 ans qui référencent des offres gratuites. Alors on a parlé des offres payantes et tout ça, mais toutes les offres gratuites sont plus que bienvenues sur le Pass. Et l'objectif, c'est vraiment, et je rejoins complètement ce que disait Maëlys, c'est de présenter la vision la plus large et la plus stimulante. Donc vraiment, toute la gratuité, tout ce qui est gratuit et ce qui est proposé sur tous les territoires a toute sa place sur le Pass Culture et sera mis en avant dans les playlists de la même manière. Et donc avec un crédit de 300 €. Pour les acteurs culturels, c'est une mise en avant de vos propositions, donc géolocalisées, donc vraiment accessible par tous les jeunes. Un espace gratuit et simple pour prendre la main. Voilà, vous avez vraiment, c'est un outil qui vous rend autonome. Et c'est une plateforme numérique, donc à la fois pour les jeunes de 18 ans et aussi pour tout public, puisque ça vous permet vraiment de vous faire connaître et de faire connaître vos propositions. Voilà pour cette présentation. Merci Clément. Je rebondis sur la question de la gratuité. Nous avons justement une question à ce sujet, donc je la pose tout de suite. C'est Bruno Beaufort, directeur du Centre national des arts de la rue de l'espace public, qui nous demande si le CNAREP, qui est installé à La Rochelle, qui nous demande si, la question, on a déjà la réponse, mais on va peut-être plus entrer dans le détail. Peut-on rentrer des offres gratuites? Oui, mais la suite, c'est donc rentrer un prix à 0 €, notamment pour les spectacles de rue qui sont en accès libre, les sorties de résidences publiques, etc. Comment ça marche concrètement, le fait d'entrer une offre qui correspond à 0 €? J'en profite pour te saluer, Bruno. Donc voilà, effectivement, il suffit de rentrer un prix à 0 € sur le stock et elles sont affichées comme gratuites. Donc voilà, c'est très simple. Dans ces cas-là, si l'ensemble de vos offres sont gratuites, vous avez évidemment pas besoin d'intégrer vos RIB et tout ça. Si vous allez proposer que des offres gratuites, c'est pas la peine d'intégrer vos coordonnées bancaires. D'accord. J'en ai une autre, peut-être avant de passer à nos témoins. Est-ce que tout le monde peut consulter l'offre, même si l'on a plus que 18 ans? Oui, c'est une nouveauté depuis la généralisation. L'application Pass Culture est téléchargeable par tous et toutes. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous allez sur vos stores et vous tapez Pass Culture. Donc, vraiment, maintenant, tout le monde peut bénéficier de cette information. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on restera, nous, sur un choix éditorial et une ligne éditoriale plutôt axée sur les jeunes de 18 ans. Mais tout le monde peut utiliser cette application pour voir ce qu'il y a autour de soi et bénéficier de toutes ces propositions.
Ce qui se passe, c'est que du coup, ces deux parcours, pour les jeunes de 18 ans, peuvent aller jusqu'à la réservation des offres. Le grand public sera redirigé à un moment du parcours vers le lien mis à disposition par l'acteur, qui renverra vers la billetterie de l'acteur, vers le site internet, vers voilà, tout lien que les acteurs jugent utile. D'accord, merci pour cette réponse. D'autres questions nous parviennent. Je vous invite, pendant que nous allons entendre nos témoins, à utiliser l'onglet chat du panneau de configuration pour poser toutes vos questions, donc qui me sont transmises afin que je les pose. Mais comme nos témoins ont quelques problématiques de disponibilité, pour certains, ce que je vous invite à faire, voilà, c'est de poser vos questions. On va entendre nos témoins et puis ensuite, je reviendrai vers vous toutes et tous pour la suite des questions. Donc, ce que je propose, c'est que nous puissions donner la parole à Damien Tijani de la direction des services culturels de la ville de Nevers. Donc voilà, un premier témoignage du point de vue d'une collectivité, d'un territoire et pas d'un équipement ou d'une organisation associative directement, d'un service public. Bonjour Damien, bienvenue. Qu'en est-il de la mise en place du Pass Culture en Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement à Nevers? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Hop, je vais me décaler un peu. Peut-être que pour mon intervention, comme il y a tout ce qui a été mis en place et l'utilisation a déjà été abordé, peut-être que ce qui pourrait être utile à l'ensemble des participants, c'est peut-être l'aspect très pratico-pratique, hein, c'est-à-dire de la mise en place et de l'utilisation du Pass Culture, en tout cas pour ce qui a été de la collectivité de Nevers. Le lancement de l'expérimentation s'est fait début 2019, donc dans les départements tests, dont la Nièvre. Donc il s'agissait plus pour nous de véritablement d'être sur une construction du dispositif, vraiment un début, alors que finalement aujourd'hui il y a déjà des milliers de jeunes, comme l'a indiqué Madame la directrice de la DRAC, qui sont déjà, on va dire, captifs du dispositif. Donc disons que la manière d'aborder le sujet est un petit peu différente. Nous, on était vraiment sur les prémices et donc on a dû travailler beaucoup, notamment à faire connaître ce dispositif. Dans tous les cas, au niveau de la municipalité de Nevers, les élus ont souhaité très rapidement se saisir de ce dispositif, ce qui est évidemment très facilitant. Et dans le cadre de cette période test qui a donc démarré de début 2019 jusque-là, jusqu'au 21 mai de cette année, on a procédé en 3 étapes qui nous paraissaient majeures pour pouvoir permettre véritablement aux jeunes de se saisir du Pass Culture. Ces 3 étapes, la première, ça a été d'abord d'informer les acteurs culturels du territoire, les acteurs institutionnels, associatifs et commerçants, puisque, encore une fois, à l'époque, c'était encore assez confidentiel comme dispositif. Donc, on a provoqué une grande réunion d'information en présence d'une référente du Pass Culture, d'un conseiller de la DRAC et de l'ensemble de ces acteurs culturels du territoire. Donc ça, c'était afin de les sensibiliser au dispositif et surtout sur la nécessité d'une implication collective autour du Pass Culture. Parce qu'évidemment, plus il y a d'offres et plus l'ensemble des acteurs en parlent, plus le dispositif fonctionne et est utilisé. Donc ça, c'était important d'essayer de générer un peu un mouvement collectif d'implication autour du dispositif. Et puis c'était aussi l'occasion de leur expliquer très concrètement, hein, comme l'a fait là Clément, hein, comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'on mettait son offre, etc. Puisque c'est quand même une application mobile en grande partie. Et donc c'est pas une habitude pour l'ensemble des acteurs culturels de communiquer via ce type de médias. Donc d'abord cette réunion d'information. La deuxième étape, ça a été de créer nous-mêmes des offres via nos services municipaux. Donc effectivement, on a mis sur le Pass Culture inscription à la médiathèque,
des billets de spectacle au théâtre municipal, des entrées au musée, des inscriptions au conservatoire. Donc voilà, on a tâché, nous, de faire apparaître ce qui était proposé par la municipalité, ce qui s'est fait relativement facilement, puisqu'effectivement, le back-office de l'application est assez simple d'utilisation. Donc ça n'a pas spécialement été une difficulté. Et puis la dernière étape, ça a été d'informer les publics, hein, puisqu'il n'y avait pas un déploiement national, on n'a pas pu profiter d'une grande campagne de communication. Donc il fallait informer les publics cibles, hein, particulièrement. Donc les jeunes de 18 ans, on l'a fait à travers deux volets. La première chose, c'était une opération de communication, on va dire à grande échelle à travers la ville, avec voilà, de l'affichage, des posts sur les réseaux et puis des matériels de communication qui étaient disséminés un petit peu partout dans la ville, des flyers, des brochures, des choses comme ça. Et puis, on a souhaité aussi s'adresser directement aux usagers concernés, parce que la vraie difficulté qu'on avait, c'était que voilà, les 17-18 ans, ce ne sont pas des publics qui sont particulièrement faciles à atteindre, en tout cas pour les municipalités, souvent. Donc, une des solutions qu'on a mis en place, c'était de s'adresser directement à chaque Neversois et à chaque Neversoise atteignant la majorité via un courrier nominatif signé de l'élu à la culture qui indiquait à l'usager qu'il était éligible au pass culture et on joignait un flyer d'explication sur comment s'y prendre pour s'inscrire. Et donc, chaque mois, nous, en fait, l'état civil nous fait parvenir une liste de Neversois qui atteignent les 18 ans et on leur fait partir ce courrier. Alors ça, c'est un moyen particulièrement efficace déjà parce qu'il crée une vraie relation de proximité entre l'usager et l'action municipale, voire une relation tout court, car encore une fois, il y a des fois on en avait assez peu avec ces usagers-là, et tout en valorisant voilà, ce qui était fait au niveau de la municipalité en leur faveur via les différentes offres qu'on affichait sur le pass. Puis on a complété évidemment cette lettre qui leur a été envoyée, ce courrier, avec des interventions dans des lycées, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir près de 70% des jeunes de 18 ans neversois inscrits sur le pass culture, ce qui est un chiffre qui est vraiment pour nous très positif, puisqu'encore une fois, voilà, on ne savait pas trop où on allait. Le courrier nominatif sur une collectivité comme la nôtre, donc de 40 000 habitants, c'est encore envisageable. J'imagine que voilà, dans des collectivités beaucoup plus grandes, c'est sans doute plus compliqué. En tout cas, de s'adresser directement à l'usager en lui indiquant ce qui est mis en place pour lui, ça véritablement, c'est un moyen efficace de permettre une large implication des jeunes sur le pass. Donc voilà, toutes ces étapes, elles se sont déroulées sur un an, ces 3 étapes. Après un an, on a souhaité redonner un peu un coup de projecteur à l'opération pour permettre notamment aux élus de faire un bilan de l'expérimentation. Et donc, on a signé une convention de partenariat entre le pass culture et la ville de Nevers, qui a donc fait l'objet d'un vote en conseil municipal. Donc là, c'était l'occasion voilà, de faire un bilan et de le faire on va dire vraiment publiquement en conseil municipal. Et l'expérimentation a pris fin le 21 mai dernier à l'occasion de la visite du président de la République à Nevers, qui a annoncé le déploiement national du pass culture en présence de la ministre de la Culture. Donc globalement, moi je dirais pour terminer que le bilan à 2 ans est globalement très positif. Les points forts, la connexion avec des usagers qui avaient peu ou pas de lien avec l'action municipale, hein, voire même des fois pas de connexion avec des acteurs culturels du territoire. La valorisation justement des acteurs culturels de ce territoire auprès des jeunes et de leurs parents, parce que ça c'est un point important. Souvent, voilà, les jeunes qui atteignent 18 ans sont encore chez leurs parents ou en passe de partir pour ceux qui vont partir faire leurs études. Donc, il y a aussi cette connexion-là qui s'établit, qui est très intéressante et importante. Et puis, autre point fort, voilà, c'est un nouveau dispositif qui permet aux associations notamment de se faire connaître, puisque beaucoup d'offres gratuites sont réservées. Et même un directeur de festival de Nevers qui nous a informé là récemment qu'il y avait une recrudescence de jeunes bénévoles par la suite
de leur apparition sur le Pass Culture. Donc, véritablement, il y a une nouvelle possibilité de créer du lien via le Pass Culture. Après, les pistes d'amélioration, j'en citerai deux quand même, puisque je pense que ça peut intéresser les gens qui participent à ce webinaire, puisqu'ils vont y être confrontés certainement. La première, c'est l'articulation entre le Pass Culture et le système de finances publiques, qui n'est pas toujours évident. Voilà, on a des comptabilités spécifiques. Ça se fait, hein, on s'en est sorti, mais voilà, ça demande une articulation particulière. Et puis, évidemment, au départ, ça a été vécu notamment par les acteurs culturels comme un dispositif de plus sur lequel il fallait communiquer. Alors, à l'heure où de nombreux agendas apparaissent en ligne, etc., il fallait aussi penser à alimenter le Pass Culture. Donc, voilà, au début, ça a été vu comme un rajout, mais très rapidement, honnêtement, très rapidement, tout le monde a pu y voir son intérêt. Et donc, voilà, cette piste d'amélioration a déjà été évacuée. Voilà un peu pour le retour sur Nevers. Merci beaucoup, Damien. Oui, je vous ai interrompu tout à l'heure parce qu'on a effectivement pas mal de questions sur la problématique des équipements en régie publique, régie municipale, théâtre, médiathèque, musée. Voilà. Est-ce que vous avez créé un compte global pour la mairie ou est-ce que vous avez créé un compte par structure, par établissement? Ça, c'est une question. Et puis, j'en ai une autre. Justement sur les questions de régie, de lien avec la trésorerie, pour les remboursements, en fait, pour les établissements publics. Est-ce que les problématiques sont aujourd'hui solutionnées à Nevers ou est-ce que c'est toujours encore un peu compliqué? Alors, pour la première question, effectivement. S'il vous plaît, parce que nous avons un autre témoin qui devra nous quitter dans un quart d'heure. J'aimerais lui laisser le temps de… Alors, entendu, très rapidement, nous, on a souhaité créer on a fait un compte par structure, parce que chaque structure, du coup, peut ajouter, modifier, supprimer les offres. Et voilà, comme on le sait, puis alors on l'a vu cette année, d'autant plus, voilà, les choses bougent d'une fois à l'autre, puisqu'il y a des contingents de places, hein, c'est quand même le principe de mettre des places à réserver qui peuvent évoluer. Donc, nous, on est passé sur un système, un compte par structure, géré pour chaque structure, et tous ces comptes sont reliés sur le même sirène de la ville. Donc voilà, ça retombe dans les caisses de la ville au final. Et donc j'en viens au remboursement. Le remboursement se fait automatiquement, ça, il n'y a pas de difficulté. Ça nous a pris un peu de temps justement pour nous inscrire nos informations comptables sur le pass, mais c'est fait depuis peu de temps. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Non, non. Bon, mais merci pour cet éclairage très illustrant. Voilà, on pourra éventuellement communiquer votre contact à des personnes qui souhaiteraient avoir des informations plus précises. En tout cas, voilà, merci pour ce témoignage. On va, j'allais dire presque sans transition, passer la parole à Guillaume Bourrin de la librairie Les Rebelles Ordinaires à La Rochelle. Comment est-ce que dans un établissement privé, voilà, ce pass culture s'est mis en place? J'ai cru comprendre que si je viens à la librairie des Rebelles Ordinaires, j'aurais peut-être des difficultés à trouver mon manga préféré, tellement voilà, le pass a du succès. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, déjà, il faut savoir que nous, on n'a pas d'offre, voilà, concernant la présentation de tout à l'heure. Les libraires, nous, c'est très simple pour nous parce qu'on n'a pas d'offre à créer, puisqu'en fait, nos stocks remontent automatiquement, un petit peu comme ils remontent sur des sites type Place des libraires ou des sites web de librairie. Ça, c'est géré directement par votre fournisseur de logiciels. Et en fait, voilà, vous avez une remontée de vos stocks qui est automatique, donc il n'y a pas d'offre à créer, évidemment, livre par livre sur le site. Voilà, en fait, à partir du moment où vous êtes inscrit,
tous les livres que vous avez en stock sont consultables par les bénéficiaires et réservables par les bénéficiaires du Pass Culture. Donc ça, c'est important de le préciser, puisque ça se fait automatiquement sans nous. Alors effectivement, le Pass Culture, dans un premier temps, c'est un peu le Pass Manga, hein, ne nous cachons pas. On a eu une déferlante de réservations voilà, pour du manga, mais ce qui est très bien, parce que ça permet aussi à des jeunes de constater que en fait, on fait du manga en librairie indépendante et que c'est très bien, on est ouvert à ça, qu'on connaît en plus, on discute avec eux et tout. Et surtout, il n'y a pas que ça non plus. Ça a été les 3-4 premiers jours, hein, ça a été un peu le super enthousiasme. Et de plus en plus, là, maintenant, on a des réservations d'autres types d'ouvrages, un peu de tout. Et voilà, mais au départ, effectivement, le manga marche très fort, mais ce qui permet, faut pas oublier que les jeunes viennent en librairie, hein, donc ça c'est très important, c'est le gros avantage du Pass Culture. Et après, c'est à nous de transformer l'essai. Je veux dire, si on considère que le Pass Culture c'est juste un apport de trésorerie, bon bah déjà il est conséquent. Il faut savoir qu'en mai, alors que le dispositif venait d'être lancé, moi ça représente 17% de mon chiffre d'affaires, hein, le Pass Culture, hein, ça a été un raz-de-marée. C'est quand même voilà, aussi au niveau du chiffre d'affaires très intéressant, alors que je ne suis pas spécialisé manga pour ma part. J'ai un rayon que je fais tourner parce que j'aime bien ça, mais je ne suis pas un libraire BD spécialisé, quoi. Donc voilà. Et du coup, l'idée, c'est quand même que les jeunes viennent en librairie, vous discutez avec eux. Pour la plupart, il y en a beaucoup qui rentrent pour la première fois dans votre librairie. C'est des espaces auxquels ils ne sont pas habitués. Ils vont souvent en centre culturel ou voir sur Internet. Ça leur permet de voir votre offre déjà, et puis c'est à vous de discuter, quoi. Si on considère que en fait ils sont juste là pour voilà, récupérer le colis, et puis nous on prend les contre-marques, on rentre ça sur le site, et puis hop, on est bon, on sera payé après. Bon, je pense que c'est passé à côté en fait de l'offre du Pass Culture, qui est avant tout une offre de découverte. Voilà, et ils sont très demandeurs. Il faut savoir que les jeunes sont très demandeurs. Dès que vous discutez avec eux, ils sont très surpris d'ailleurs. Voilà, ils sont un peu timides au départ et tout, il faut les mettre un peu à l'aise. Et vraiment, entamer ce dialogue, nous on a déjà des jeunes qui reviennent, quoi. Voilà, sans bénéficier du Pass Culture, qui reviennent d'eux-mêmes, qui ramènent leurs copains. Enfin voilà, enfin c'est un truc qui marche pour faire connaître les établissements culturels. Voilà. Au départ, il y a eu quelques petits, évidemment, on a essuyé un peu les plâtres techniquement. Il y a eu une déferlante de mails parce que c'est une réservation par titre et il n'y a pas de panier, de choses comme ça. Donc, il y a des confrères qui ont été un peu débordés au départ et tout, mais grâce à l'association des libraires indépendants en Nouvelle-Aquitaine et à la réactivité aussi de Valentine Pommier, qu'on saluera ici, on a pu tout de suite mettre en place des réponses très concrètes à tout ça. Moi, je pense que dans l'absolu, quand on s'inscrit à ce dispositif, il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est-à-dire que nous, on a quelqu'un, on fait tourner, hein, on fait des roulements, mais on a quelqu'un par jour qui est sur la boîte mail, qui regarde les mails de réservation et d'annulation, parce que oui, il y a des annulations, mais c'est tout à fait normal. C'est comme si, en fait, vous étiez, vous, en magasin, vous prenez ce livre-là, oh, finalement, je vais plutôt le reposer, je vais plutôt en prendre un autre. Enfin, voilà, c'est pas, sauf que nous, effectivement, c'est un mail à chaque fois, une réservation, une annulation. Alors comme ça peut paraître, mais bon, c'est tout à fait normal, c'est une pratique logique. Et en fait, voilà, quand vous avez quelqu'un qui se gère voilà, sur la matinée ou la journée entière, ça marche très bien, hein, on s'y retrouve très bien. Et surtout, voilà, on a une formidable opportunité de faire connaître nos lieux, un accueil. Après, ça germera, mais l'idée, c'est dans une librairie indépendante, vous êtes bien accueillis. Voilà, c'est un contact sympathique, ne serait-ce qu'une bonne expérience, et ça laisse après une empreinte positive. Moi, je le vois tous les jours dans mon métier, on a beaucoup de gens de tous âges qui rentrent parce qu'ils accompagnent quelqu'un ou quoi, et qui disent, moi, vous savez, voilà, j'ai peut-être pas la culture qu'il faut pour fréquenter vos lieux, etc. Il y a encore beaucoup cet a priori-là. Ça permet aussi de le casser. Et il y a vraiment un enthousiasme. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. Je pense que ce qui serait intéressant l'année prochaine, peut-être, c'est de développer, pourquoi pas, des événements à proposer. On parlait d'événements gratuits, de choses comme ça, autour de, je sais pas, la découverte d'une librairie, la découverte du manga, je sais pas, mais proposer aussi en amont des événements, voilà, aux jeunes bénéficiaires. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à inventer. C'est vraiment un dispositif qui, au départ, est très surprenant parce que vous avez une avoinée de mails qui arrivent comme ça du jour au lendemain. C'était un peu submergent au départ, mais très vite, ça se régule. Et je pense en plus que c'est
très important qu'on soit présent sur ces dispositifs-là, qu'on montre aussi que la librairie peut être en ligne, peut être voilà, et garder son aspect humain. C'est des très bons outils. Voilà, moi je pense que vraiment on est très positif là-dessus. Et puis tout de suite, il y a une chaîne, grâce à l'association des libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine, une chaîne de questions-réponses qui s'est mise en place. Et on est très à l'écoute. Voilà, dès qu'il y a une question, un truc, on se répond les uns les autres et ça marche plutôt bien. Voilà, grosso modo, mon témoignage. Très bien, Guillaume. Moi, j'ai une question à vous poser. En fait, j'en ai deux. La première, c'est est-ce que ce contact que vous avez avec les jeunes vous amène également à peut-être revoir ce que vous proposez en rayon, vous amène à diversifier peut-être certains secteurs de vos rayonnages. Enfin, en gros, est-ce que les jeunes, par leurs commandes, leurs attentes, sont suffisamment prescripteurs pour faire évoluer aussi ce que vous mettez en avant, ce que vous présentez dans votre librairie? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où si on entame un dialogue avec eux, on va avoir de la prescription, notamment clairement sur le manga ou sur des choses comme ça, et avec un intérêt. C'est-à-dire que des fois, c'est un peu obscur, hein, ces rayons-là, au départ et tout, parce qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses. Mais discuter avec quelqu'un de son enthousiasme, c'est toujours très intéressant parce que ça nous permet de comprendre l'intérêt d'une série, de comprendre aussi, par exemple, sur les séries manga, je prends cet exemple-là, vous avez des choses où il y a 200 parutions, des titres comme One Piece, on en est au 98 et tout. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les 98 ou est-ce que ça vaut le coup d'avoir juste le dernier? Ou au contraire, est-ce que, voilà, ça va être… voilà. Alors, le seul truc qui n'est pas prescripteur, c'est qu'évidemment, le site fonctionne avec ce que vous avez déjà en stock. Donc en fait, vous n'aurez pas de demande, voilà, c'est pas comme en librairie classique, on peut vous commander un livre. Là, les bénéficiaires, pour l'instant, ne peuvent pas vous commander d'ouvrages. Donc, par le biais du site, ça ne se fait pas directement, puisqu'il faut que vous ayez déjà les ouvrages en stock pour qu'ils puissent être réservés. En revanche, par le biais de conversations, nous, ça nous a permis effectivement de faire évoluer notre stock et d'avoir en plus d'autres réservations et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de très vivant, effectivement. Très bien. Merci. Et donc, la dernière question, vous avez évoqué ce réseau des librairies de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que dans les dernières réunions que vous avez eues, vous avez senti cette même effervescence un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine, ou est-ce qu'il y a un microcosme Rochelais qui sort Non, vraiment, c'est sur la Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble. On a pu dialoguer avec des libraires vraiment de tous les coins de la grande région. Et au départ, en fait, il y avait, je pense, une méconnaissance au départ du dispositif, comment ça va fonctionner, et tout ça et tout. Donc ça, il y a eu la phase, entre parenthèses, au départ d'appréhension. Comment ça fonctionne, ouh là là, j'ai plein de mails, qu'est-ce qui se passe, ou ceux qui n'étaient pas inscrits, tiens, en fait, ça marche, voilà. Et maintenant, on est vraiment, je pense, dans une deuxième phase, qui est une phase de dynamique, où on résout voilà, tous les petits à côté techniques et tout ça assez facilement. Et surtout, il y a, je crois, de plus en plus d'inscriptions de structures. On a pu le voir à La Rochelle, il y a des librairies qui se sont rajoutées au dispositif et c'est très, très bien. Voilà, je pense que là, il y a vraiment un moteur qui se met en marche de ce dispositif est profitable à tous et permet vraiment un nouveau moyen de capter un public, de se faire connaître d'un public qui n'était pas forcément spontanément le nôtre et c'est très chouette. Oui, et je pense que vraiment il y a un effet moteur. Là, ça tombe bien en plus parce qu'on va avoir une réunion à la fin du mois, là, voilà, une assemblée générale. Je pense que ce sera aussi à l'ordre du jour. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un enthousiasme qui est en train de se créer et qu'on va alimenter. Ouais. Bon. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je crois que vous avez un engagement dans quelques minutes. Oui, à 11h15, malheureusement. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les organisateurs de ce webinaire qui était très intéressant sur plein de plans. Et merci pour l'écoute. Et je remercie encore Valentine Pommier de sa disponibilité quand on a un souci. C'est très appréciable. Voilà. Bon, merci. Bonne journée, bon été. Merci, bonne journée à vous. Merci également. Au revoir. Donc voilà, et pour terminer ces témoignages, nous allons à présent donner la parole à Sébastien Le Goff,
donc voilà, qui dirige un cinéma qui s'appelle Les Studios, chez nos amis bretons à Brest. Sébastien, vous êtes là? Sébastien? Oui, voilà, Oui, Sébastien. bonjour. Eh bien, je vous donne la parole. Comment ça se passe quand on s'occupe d'un cinéma comme le vôtre, ce passe culture, notamment en Bretagne? Alors, ça se passe très bien. Nous, on était une région test aussi. Donc, moi, je dirige donc les cinémas, les studios à Brest. On est un cinéma privé et donc indépendant. On a 7 salles à Arressé. On a les 3 labels du CNC et on fait partie du membre Europa Cinéma. Alors, il y a beaucoup de concurrence point de vue cinéma sur Brest. On est partagé entre CGR qui a 8 salles et l'ancien groupe d'Avoine qui avait 15 salles et qui a été racheté par Pathé il y a une petite année. Donc voilà un peu le contexte cinématographique sur Brest. Donc nous, on avait été contactés par une chargée du Pass Culture pour se faire recenser dans le Pass. Au début, on était un peu dubitatif. Et au bout de 6 mois, finalement, on s'est inscrit. Donc, on s'est inscrit au cours du mois de juillet 2019. Alors, comme nous étions en été, je me suis dit pourquoi pas pour booster les entrées et faire découvrir notre filmographie, parce que bon, le cinéma Arressé en période estivale est très calme. Et donc, on s'est dit pourquoi pas le faire. Et en fait, le pass, il y a eu un engouement, même l'été, qui s'est traduit par beaucoup d'inscriptions. Et c'était des jeunes en fait qu'on voyait pas auparavant. Je pense qu'ils étaient plus attirés vers les séries sur les plateformes ou alors télécharger des films en streaming malheureusement. Donc on a fait une offre très intéressante pour pas trop grignoter sur leur passe culture. En fait, on a fait 10 places pour 35 €. On s'est dit bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et finalement, c'est vrai qu'il y a énormément d'inscriptions à cet engouement. Il y a eu du bouche à oreille énorme avec les jeunes. Et à ce jour, on en a vendu plus de 1000 places, sachant que, donc ça fait 2 ans, mais sachant qu'on était fermé 3 mois l'année dernière et 7 mois cette année. Donc on en a vendu 1000 pratiquement en un an. Donc c'est des jeunes qui viennent avec des copains, qui les invitent, et donc ça fait plaisir parce qu'ils découvrent un peu un cinéma d'auteur. Donc effectivement, il y a beaucoup de films, les gros films d'auteur qui viennent, mais bon, ils viennent voir également des films qui sont un peu plus confidentiels, comme par exemple Garçon chiffon. La semaine dernière, j'en ai eu une bonne dizaine qui sont venus voir quand même ce film, ou Slalom aussi également. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils découvrent notre lieu, parce que un cinéma Arressé, ils vont plutôt dans les multiplex. Donc le bouche à oreille c'est fait vraiment et ça fait plaisir. Le site est vraiment facile à rentrer. En fait, c'est 6 lettres ou 6 chiffres et on fait valider et on demande juste la pièce d'identité de la personne qui a réservé et voilà, et c'est fait. Alors effectivement, alors on essaye de dire aux jeunes de venir chercher leur passe soit le mercredi après-midi ou soit le samedi après-midi en dehors des séances, pour que ce soit plus facile, pour que le flux, pour que les autres spectateurs n'attendent pas énormément
pour le temps de rentrer les codes et valider leur passe. Donc voilà. Que vous proposez en fait dans vos passes à 35 €, est-ce que ces places sont nominatives? Ils ne sont pas nominatifs, mais il y a eu une dizaine de parents qui sont venus. On leur a dit que c'était, parce que bon, on les reconnaît, hein, on a mis des couleurs différentes, bien sûr, pour pallier aux autres abonnements qu'on a. Et on leur a dit gentiment que c'était pas possible, que c'était réservé aux jeunes. Et donc, bon, ils ont très bien compris le pass. Mais quand le jeune vient chercher, on dit que c'est exclusivement réservé pour les jeunes de. Alors, ils peuvent venir avec un copain, mais que c'est réservé uniquement pour les jeunes et pas leurs grands-parents ou leurs parents voilà, ou offrir à des anniversaires. Voilà. Ouais. Et vous évoquiez le nombre de places vendues tout à l'heure. Est-ce que c'est 1000 places qui ont été vendues ou 1000 offres de 10 places qui ont été vendues? 1000 offres de 10 places. Donc, c'est vrai que l'engouement s'est fait énormément. Là, je pense qu'on va augmenter un petit peu le tarif parce que autrement les distributeurs vont commencer un peu à hurler en voyant le tarif à 3,50. Mais c'est vrai que au départ, on voulait vraiment attirer ces jeunes qu'on ne voyait pas du tout dans notre cinéma, en fait, parce que nous, on voit plus à partir de 22 ou 23 ans, quand ils sont vraiment étudiants et qui sont ancrés à l'UBO, à l'université. Mais ces jeunes-là, on ne les voyait pas du tout, hein. Donc, ça a fait vraiment développer. Nous, on fait à peu près 160 000 entrées annuelles. Donc là, qui représente à peu près, si tous les jeunes venaient dans l'année, ça représente quand même 20% un peu comme la librairie, ça nous représente 20%, donc ce qui est quand même assez énorme. Oui. Et Sébastien, comment vous gérez cela en termes de logiciel de billetterie? D'ailleurs, cette question peut aussi être intéressante pour les personnes qui gèrent des salles de spectacle, mais l'articulation entre le pass, la place, les passes et votre logiciel de billetterie, est-ce que la connexion s'est faite assez facilement? Alors, nous c'est très simple. En fait, c'est un format papier. En fait, ils ont 10 places qu'on a bien marqué sur le papier que c'était un pass culture réservé aux jeunes. Et on a une billetterie dédiée à ça, où on a bien mis pass culture sur la billetterie. Et donc, en fait, le billet sort automatiquement à 3,50 quand le jeune donne sa contre-marque. Mais après, ça peut. Alors, il y en a effectivement qui peuvent donner des cartes. Alors, les cartes, effectivement, des cartes format carte bancaire, effectivement, là, ce serait difficile peut-être à voir puisque le caissier ne verrait pas forcément tout de suite que c'est dédié à 3,50 et le ticket va sortir à 3,50. Nous, on les voit bien parce que on a fait du format papier en fait sur ces tickets où c'est bien marqué passe culture pour le jeune en fait. Donc on voit bien, c'est pour ça qu'on retire quand il y a un adulte qui vient, on lui dit clairement que c'est réservé au pass pour les jeunes en fait. Très bien. Merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage. Il y aura peut-être encore des questions concernant le cinéma. Je vous invite, si vous le pouvez, à rester encore quelques minutes avec nous. Bien sûr, aucun problème, avec plaisir. Je vais demander à tous nos intervenants, intervenantes, peut-être de nous rejoindre à l'écran. J'ai encore plusieurs questions techniques ou spécialisées sur un type d'offres qui nous sont posées actuellement. Je remercie d'ailleurs vraiment les quelques 100 personnes qui sont encore avec nous pour toutes ces questions hyper intéressantes.
Alors voilà, j'ai des questions, par exemple, concernant, il y a une question d'ailleurs qui nous a été adressée en amont de ce webinaire par un label indépendant, un centre info ressources pour les musiques actuelles, qui posait la question de savoir quand on n'a pas encore de distributeur physique, on travaille beaucoup en vente par correspondance. Comment est-ce qu'on fait quand on est une petite structure et qu'on ne peut pas fonctionner autrement que par la vente par correspondance? Je crois qu'il y a dans le décret d'application du Pass Culture, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être encore un peu à préciser autour de cette question aussi de comment les petites entités, les petits labels font pour avoir une vraie place et être un peu mis en avant. Contrairement à peut-être des mastodontes comme Amazon ou des très gros distributeurs. Voilà, comment est-ce que vous gérez ça au Pass Culture, cette question? Alors, pour le moment, malheureusement, on ne le gère pas vraiment dans le sens où effectivement la vente à distance est interdite et il n'y a pas d'exception. Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir affiner dans les mois à venir. La vente à distance a été interdite pour 2 raisons. Effectivement, c'est de ne pas autoriser les grosses places de marché, les gros marketplaces, donc voilà, Amazon et tout ça, à bénéficier du Pass Culture. Et l'un des objectifs du Pass Culture, c'était aussi vraiment de créer la rencontre entre les acteurs culturels, donc que ce soit des libraires, que ce soit des cinéastes et tout ça, avec les jeunes. Et que les jeunes vraiment aient une première rencontre avec eux. Donc la vente à distance a été refusée. Après, ça veut dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des spécificités sectorielles à mieux prendre en compte. Donc, par contre, la taille de l'espace de vente physique peut être toute petite. Ça, pour le coup, si c'est en vente directement sur le lieu, s'il y a un endroit physique où les CD ou les vinyles et tout ça sont disponibles, et c'est tout à fait possible sur le Pass Culture, mais pour le moment, la vente à distance pure ne l'est pas. Je crois qu'on nous a envoyé les mails, j'ai pris les coordonnées de la personne, on va voir effectivement et on le tiendra au courant, voir comment est-ce qu'on peut prendre, peut-être, voilà, mettre quelque chose en place d'un peu spécifique, voir sur quoi on peut jouer pour intégrer ces particularités-là. Merci Clément pour cette réponse et cette proposition. Je trouve que c'est vraiment intéressant cette façon que vous avez d'aborder en fait la mise en place du Pass Culture, c'est-à-dire que c'est à la fois une application, quelque chose qui peut être perçu comme assez numérique, digital, à distance, un peu abstrait, mais il y a également, et vous êtes là pour le prouver ce matin, des vraies personnes, voilà, qui sont sur les territoires, qui peuvent se rendre disponibles, qui peuvent régler des problèmes d'humain à humain. Et apporter des solutions sur mesure. Donc voilà, je voulais juste relever ça parce que ça me semble très important. Je n'en dis pas plus parce qu'on a encore quelques questions. Il est déjà 11h26. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la problématique de la validité des 30 jours pour la contre-marque, s'il vous plaît? Alors, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. En fait, on s'est rendu compte que c'est un certain nombre de jeunes réservaient un livre, par exemple, ne l'annulaient pas, mais ensuite ne venaient pas le chercher. Donc, en fait, si au bout de 30 jours, ils ne viennent pas chercher leur bien, l'annulation, enfin la réservation est annulée. Ça a été des choses en concertation avec les acteurs. On leur a demandé est-ce qu'il faut que ce soit payé. Ils disent bah non, parce qu'en fait, un livre qu'on a en stock, on n'a aucun intérêt à ce qu'il soit payé par un jeune. Donc, c'était voilà, comment trouver à la fois le moyen de responsabiliser le jeune. Donc, ça, c'est un délai qui va probablement être raccourci parce qu'on se rend compte pour les libraires et on a vu l'engouement que c'était pas possible de garder ce stock-là disponible 30 jours. En général, hein, le taux, ils viennent le chercher le lendemain ou 2 jours après. Mais voilà, ça fait partie des évolutions, ça va être réduit. Et puis surtout, c'est l'acteur qui aura la main, qui pourra décider s'il le garde 5, 6, 10 jours. Voilà. Il y aura probablement un nombre de jours minimal, mais c'est l'acteur qui reprendra la main dessus. D'accord, très bien. Alors, on va essayer maintenant de nous téléporter dans le département de la Creuse, territoire donc de l'ex-région Limousin, dans l'ouest de notre Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, Valentine, un point peut être fait sur l'offre en Creuse et voilà, comment est-ce que la géolocalisation des acteurs, autant des jeunes qui se sont inscrits que des opérateurs culturels qui ont pu
s'inscrire également sur l'application. Comment ça se passe du côté de la Creuse, nous pose un participant, une participante. Alors, tout d'abord, le département de la Creuse est vraiment un département qui, alors, tous les départements sont très importants dans le dispositif PASS Culture, mais sur lequel il y a une vigilance toute particulière et qui est demandée par le ministère de la Culture. Donc, on a vraiment, avec les services de la DRAC, mis l'accent sur le travail qu'on a pu, enfin voilà, le travail d'implantation du PASS Culture. Donc, point de vue jeunesse, déjà, on travaille avec les réseaux à l'ISO notamment, à l'information des jeunes, et je pense que ça a bien fonctionné. Alors, c'est un travail qui est en perpétuelle évolution, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1100 jeunes en Creuse qui sont éligibles au dispositif, et que pour le moment, on doit être autour de 300-350 jeunes inscrits dans le dispositif, donc ce qui est encourageant et intéressant. Ça reste à continuer. Point de vue acteurs culturels, on a une vingtaine d'acteurs qui sont inscrits. Donc, c'est un petit peu particulier. Ça fonctionne aussi beaucoup en réseau associatif. Et donc, du coup, on a pris contact également avec des réseaux. Alors, la mise en marche va se faire. Comme vous le savez, ça a été compliqué. Le Pass Culture est arrivé. La généralisation a été annoncée un peu par surprise le 21 mai dernier. Donc, voilà. Et puis, les acteurs n'avaient pas trop de visibilité sur leur programmation. Donc, je pense qu'on pourra vraiment être en mesure de donner un bilan sur la Creuse et d'ailleurs sur les autres départements en septembre, parce qu'il y aura beaucoup de cours de pratiques artistiques qui vont intégrer le Pass Culture. Enfin, voilà. Donc on met un peu le paquet, vulgairement, je dirais, sur la Creuse. Très bien, merci. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question qui nous est posée. Du coup, je fais facilement le pont. Dès lors qu'on sera sorti de cette période de pandémie et de fermeture des lieux, où tout rouvre, etc., bien sûr, mais là, on est sur une fin de saison assez particulière. Les saisons de l'ensemble, notamment des lieux de spectacle vivant, pour couvrir, je l'espère, vraiment pour une saison que j'espère la plus normale possible à partir du mois de septembre. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut proposer des offres datées sur une saison complète, par exemple, sur 9 mois, 10 mois? Est-ce que c'est possible de les déclarer avec autant d'avance de calendrier? Bien sûr, il y a une flexibilité qui est donnée à l'acteur culturel, et il y a tout à fait la possibilité de référencer ces propositions très en amont. Voilà. Après, ça dépend du temps qu'on a aussi à consacrer à l'intégration de ces propositions sur le PASS. Il peut y avoir une sélection ou l'ensemble de la programmation qui peut être référencée. C'est vraiment à la convenance de l'acteur. D'accord. Et puisque Valentine, vous avez la parole, je vous la laisse pour une autre question. On a entendu tout à l'heure que le réseau des libraires de Nouvelle-Aquitaine avait mis en place des petits temps de travail pour faire du commun sur leur retour d'expérience, partager de l'information, etc. Est-ce que du côté des réseaux de salles de spectacle, je sais qu'il existe en Nouvelle-Aquitaine notamment un réseau, le réseau évidemment des salles nationales, un autre réseau qui s'appelle le réseau 535. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience pour les salles de spectacle, notamment, c'est un exemple, mais il pourrait y avoir évidemment beaucoup d'autres sujets à évoquer entre responsables de lieux, sur les problématiques de l'intégration du Pass Culture dans les logiciels de billetterie? Est-ce que vous avez des conseils, des ressources, peut-être quelques contacts à partager pour les lieux de spectacle qui s'interrogent sur l'adéquation entre le Pass et leur logiciel de billetterie? Alors, là aussi, donc évidemment, les réseaux de spectacles vivants ont été contactés, le réseau 535 notamment. Voilà, on a fait un petit peu le point. Là encore, on n'a pas vraiment de recul sur le spectacle vivant, parce que déjà, il fallait, comme vous l'indiquez, que ces lieux réouvrent, fassent le point sur leur programmation et sachent où ils en sont voilà, ne serait-ce qu'en interne. Donc là aussi, je pense qu'on aura une visibilité en septembre. J'aurais souhaité qu'on ait un acteur du spectacle vivant qui soit présent. J'en avais trouvé un notamment en Bretagne, qui est le Quartz, scène nationale, qui malheureusement n'a pas pu être présente, mais qui aurait pu témoigner. L'idée, c'est évidemment à terme de pouvoir intégrer les systèmes de billetterie qui sont très très nombreux dans le
spectacle vivant. Donc, nos équipes techniques travaillent à l'intégration de ces systèmes de billetterie pour faciliter le travail des acteurs de spectacle vivant, au même titre que ce qu'on a pu faire notamment pour les libraires. Pour le moment, donc très concrètement, en fait, il n'y a pas effectivement d'interfaçage direct avec les logiciels de billetterie. Donc, c'est comme un certain nombre de plateformes déjà existantes, type billet, Réduc et tout ça, c'est-à-dire que c'est par un système de contre-marque et ensuite l'édition d'un billet. Et donc, très concrètement, le plus simple, c'est d'intégrer le Pass Culture comme mode de paiement et de faire ajouter la touche Pass Culture sur son logiciel de caisse par son développeur ou de le faire soi-même et de considérer le Pass Culture comme un mode de paiement pour le suivi, ce qui correspond après au virement des 15 jours et ce qui permet de faire un rapprochement. Et ensuite, l'édition des billets se fait de manière classique en intégrant le Pass Culture comme un paiement et du coup une validation. Et c'est pour ça aussi que la validation se fait automatiquement pour les événements. C'est que, en fait, il n'y a pas besoin, les acteurs n'ont pas besoin d'intervenir sur le logiciel Pass Culture, ça se fait automatiquement 48 heures après les événements. D'accord, merci, merci pour ces réponses. Alors, j'ai encore deux types de questions. J'en garde une pour la fin parce qu'elle me semble intéressante pour la clôture. Je vous pose à présent une question sur les pratiques en amateur, l'enseignement spécialisé, l'enseignement musique, danse, théâtre dans les écoles, les conservatoires, etc. Comment ça se passe, par exemple, dans ces établissements quand le prix dépend du quotient familial, par exemple, ou du nombre de cours auxquels le jeune est inscrit. Est-ce qu'il est possible de bénéficier du crédit des 300 € pour s'inscrire voilà, pour une pratique amateur dans un conservatoire municipal ou autre? Alors, il est tout à fait possible de bénéficier de l'ensemble du crédit, donc on peut dépenser les 300 € pour une inscription. Ça va aussi faire partie des évolutions prochaines. Pour le moment, en fait, à une offre correspond un prix. Donc, on ne peut pas intégrer une même offre avec différentes tarifications. Donc, en général, ce qui est mis en place par les conservatoires ou par les associations MJC et tout ça qui appliquent les quotients familiales, c'est une offre qu'on va dire générique, un peu vitrine, qui va dire voilà, venez profiter et venez utiliser le Pass Culture pour vous inscrire. Avec les cours qui sont éligibles au Pass Culture, puisque l'ensemble des cours ne sont pas forcément éligibles. Tout ce qui va être bien-être, yoga et tout ça, par exemple, dans une MJC, ne sont pas éligibles. Et ensuite, en fait, la personne à l'accueil va créer des offres un peu à la demande pour que ça corresponde aux tarifs, parce que de temps en temps, les tarifs peuvent être très, très individualisés en fonction du parcours, du nombre de cours, de la localité et du quotient familial. Donc, on peut avoir des grilles tarifaires qui sont sur voilà, 200 ou 300 tarifs différents au final. Donc vraiment, l'objectif, c'est qu'après, il crée une offre et en fait, ça se fait automatique. Enfin, ça se fait très rapidement. Il crée une offre sans forcément mettre le nom de la personne, mais en disant, voilà, tarif inscription 269 € et le jeune va la retrouver directement sur son application, va pouvoir la réserver en direct et payer comme ça. Voilà. Et de la même manière, après, en caisse, le plus simple, c'est d'intégrer le Pass Culture comme mode de paiement et du coup de pouvoir panacher s'il y a un reste à charge, de pouvoir voilà, panacher ce mode de paiement avec un autre. D'accord. Merci pour cette réponse précise. Il est 11h36, je vais encore prendre deux questions et puis je pense qu'il faudra qu'on s'arrête là pour respecter le timing initialement prévu. Je vais poser cette question parce que je trouve qu'elle est particulièrement pertinente et c'est un sujet qui me tient et nous tient particulièrement à cœur au sein de l'Agence culturelle. C'est le rôle des acteurs du champ social, du champ socioculturel, comme on peut également l'appeler. On sait que toutes ces structures de l'éducation populaire, notamment, peuvent jouer un rôle extrêmement important dans l'ouverture, dans l'approche, dans les pratiques, dans l'expérience des jeunes qui fréquentent ces centres, ces lieux, ces structures, ces associations. Qui sont pour certains aussi éloignés, notamment numériquement, en fait, des offres, etc. Comment, voilà, est-ce que le Pass Culture a prévu des démarches particulières en direction des structures, encore une fois, d'éducation populaire, sociale, socioculturelle, pour les aider aussi à pouvoir faire ce travail en direction de la jeunesse, cette articulation qui est faite entre leurs lieux et puis les lieux d'offres culturelles et de pratiques culturelles?
Je vais peut-être vous donner une information très générale et puis Valentine pourra compléter sur la Nouvelle-Aquitaine. En tant qu'ancien directeur d'MJC et de centre social, je suis aussi particulièrement attentif à tout ce domaine-là. Ils ont vraiment une place très particulière parce qu'ils sont vraiment à la fois acteurs culturels par toutes les propositions artistiques, par toute la programmation qui peut être mise en place dans ces lieux-là. Donc, ils ont toute leur place en tant qu'acteurs culturels et c'est un dispositif du ministère de la Culture qui, pour une fois, du coup, leur est complètement ouvert et donc ils se l'approprient. Et en même temps, ils ont aussi un vrai rôle de relais et de médiation auprès des jeunes et de pouvoir mobiliser et au-delà de passer l'information, de vraiment pouvoir en parler, échanger. Et le Pass Culture est un outil aussi pour tous ces animateurs et animatrices du relais du champ social et socioculturel. Donc très concrètement, ça se traduit par une convention cadre avec la Confédération des MJC. Alors, il n'y a plus de fédération française malheureusement, donc nous n'avons pas de convention cadre avec la Fédération française puisqu'elle a déposé le bilan en janvier. Avec l'association, avec voilà, des échanges réguliers avec le CNAGEP, avec les différentes instances, avec les missions locales, avec voilà, tous ces réseaux-là, avec la Ligue de l'enseignement, les échanges sont en cours. Et, voilà, et régionalement, ça se traduit aussi par des prises de contact avec le CRAGEP, etc. D'accord. Oui, tout à fait. On a déjà eu des rendez-vous d'ailleurs avec Clément sur les MJC à l'échelle régionale. Donc, il y aura certainement une intégration de ces structures à compter de septembre. Ils y réfléchissent et doivent actuellement revenir vers nous. Demain, je fais un très grand webinaire organisé avec le CRIJ pour l'information évidemment jeunesse, donc de l'ensemble des acteurs. Je travaille aussi avec les collectivités. Les équipes travaillent avec les collectivités, donc comme je vous l'indiquais, information des acteurs culturels évidemment, mais toute la partie réseau jeunesse. Et on a déjà animé un certain nombre de réunions afin que la formation se fasse et se diffuse au mieux, puisque c'est vrai que le dispositif Pass Culture a pas de mal du tout à sensibiliser les jeunes qui sont scolarisés, qui sont soit au lycée, soit à l'université. Et là, l'accent doit être mis sur les autres. Et donc, comme l'indiquait Clément, on met en place des accords à l'échelle nationale, mais aussi locale, pour toucher ces publics les plus éloignés. Merci pour cette réponse effectivement importante. Écoutez, voilà, il est 11h40. Je pense qu'on n'a pas pu traiter 100% des questions, mais peut-être 97%. Celles qui restent, ce que je propose, c'est de vous faire parvenir, Valentine et Clément, et puis on vous mettra directement en relation avec les personnes qui les ont posées. Moi, je veux bien en garder une pour la fin, qui sera un peu comme une sorte de conclusion. Plusieurs personnes qui sont avec nous aujourd'hui ont remarqué que derrière ce Pass Culture, il y avait un véritable travail de curation, d'éditorialisation, vraiment un boulot de mise en avant d'un certain nombre de choses. Et voilà, donc ça suscite à la fois l'intérêt, la curiosité. Comment est-ce que vous faites? Voilà la question. Comment est-ce que vous faites ce travail? Comment ça se passe? Donc, c'est pareil, je vais donner une information plutôt générale et puis Valentine pourra compléter sur la région. Il n'y a pas vraiment d'algorithme derrière, c'est vraiment des petites mains, c'est-à-dire que c'est nous au niveau du Pass Culture et c'est des humains qui sont derrière cette sélection et cette proposition. Donc maintenant, il y a un service dédié à la programmation artistique, donc qui a vraiment deux objectifs. C'est à la fois d'identifier les offres qui nous paraissent pertinentes, alors en fonction de, voilà, pour respecter une diversité, pour s'inscrire sur des thématiques. Par exemple, la semaine dernière, c'était la semaine nationale de la radio, donc on peut mettre des podcasts en avant, des choses comme ça. Et pour pouvoir aussi co-construire avec les acteurs des événements spécifiques et qui s'adressent particulièrement à ces jeunes de 18 ans, puisque nous, l'objectif, c'est vraiment au fur et à mesure, avoir des événements et une proposition qui s'adresse avec une adresse spécifique à ces jeunes-là. Et donc, pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est Valentine qui fait ce travail-là, donc je peux lui laisser m'en parler. Oui, tout à fait. Et donc, sur la page d'accueil, en fait, il y a vraiment un champ qui est laissé. Donc là, actuellement, elle s'appelle playlist réouverture, dans lequel on met en
valeur de manière départementalisée entre 6 et 8 propositions culturelles. Donc, il y a une veille des programmations, une veille des offres qui est faite manuellement et donc qui évolue au fur et à mesure. Là, on réfléchit à une playlist qui, très concrètement, par exemple, pourra mettre en valeur les cours de pratique artistique pour la fête, à l'occasion de la fête de la musique, qui s'appellera peut-être À vous de jouer. Voilà, c'est encore dans les tuyaux, mais a priori, cette playlist sortira et donc ça mettra en valeur les acteurs du champ de la musique, par Et donc, exemple. très concrètement, les jeunes voient les offres qui sont à moins de 100 km de chez eux et donc pour rester vraiment sur une proximité. Donc nous, l'objectif, c'est qu'on ait un maillage le plus serré du territoire pour que tous les jeunes aient une 7 à 8 offres à moins de 100 km de chez eux toutes les semaines renouvelées. Et puis, je rajouterais dernièrement, pour valoriser les propositions des acteurs locaux, il faut que les acteurs locaux soient sur le pass et qu'ils publient nos offres pour qu'on puisse les mettre en valeur. C'est notre souhait prioritaire. Les informations ont été transmises, les messages également. Je pense que ce webinaire a vraiment rempli son but d'information, de compréhension, de projection. Merci aux personnes qui se chargent de ce travail au sein de la SAS Pass Culture. Merci également à nos témoins, Sébastien, qui est resté avec nous. Moi, j'étais ravi de passer cette heure 3/4 avec vous. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. Comme je vous disais, on va continuer à vous les faire parvenir et puis on réglera ça ensuite de personne à personne. Je ne sais pas si Maëlys Descazeaux est encore avec nous. Est-ce que si c'est le cas, je vous invite peut-être à dire le mot de la fin. Sinon, oui, Maëlys. Bon. Bien sûr, j'étais là. Donc, quel mot de la fin, si ce n'est remercier les uns et les autres. Les témoignages qui étaient extrêmement précieux parce que très concrets et que l'ensemble des compléments d'information utiles ont été apportés, me semble-t-il. Donc, je crois que le webinaire a parfaitement joué son rôle sur à la fois répondre aux questions concrètes et surtout souligner l'intérêt qu'il y a à s'engager dans la démarche pour les jeunes, pour les fournisseurs de propositions culturelles, quelle que soit leur activité, leur modèle économique, le lieu dans lequel ça s'organise. Donc, bravo à tous, bravo à l'agence A, et puis à très bientôt sur le Pass Culture. Et j'ajoute que moi-même, j'ai téléchargé l'appli et que, y compris pour ceux qui sont un tout petit peu moins jeunes, elle joue formidablement son rôle et elle est hyper utile au quotidien. Bien. Voilà. Merci. Bonne fin de journée, bon été culturel partout en Nouvelle-Aquitaine et en France et ailleurs, si vous avez cette chance. Et voilà, donc l'enregistrement sera mis sur notre chaîne YouTube rapidement et nous allons vous envoyer toutes les ressources sur ce webinaire par mail d'ici la fin de semaine. Merci à Mathilde de Baron, responsable du pôle accompagnement et coopération, qui est donc, comme je le disais, dans les coulisses, ainsi que Sylvain Cousin de l'équipe de l'A pour le soutien technique, logistique. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.